Je m'appelle André Micou, je suis sociologue à la retraite, c'est-à-dire que je suis directeur de recherche honoraire au CNRS. Alors, comment j'ai commencé à m'intéresser aux animaux et aux animaux sauvages? Disons, je travaillais depuis déjà une petite dizaine d'années sur le changement du rapport à la nature. Donc, j'ai travaillé sur la création des parcs et des réserves, sur les mouvements des populations qui commençaient à aller habiter la campagne. Et voilà, à ce moment-là, le CNRS avait lancé un appel d'offres où il a un appel d'offres auprès des sociologues, des politologues, pour mieux comprendre comment étaient produites les normes de protection de l'environnement. Oui, bon, un sujet qui était intéressant et tout à fait par hasard, à ce moment-là, est arrivée dans le laboratoire à Saint-Étienne une jeune femme qui avait fait des études de sociologie, qui avait fait surtout un stage à l'Office national de la chasse, qui ne s'appelait pas encore Office national de la chasse et de la faune sauvage. Et bon, elle est venue au laboratoire, elle avait envie, elle venait d'être nommée, son mari venait d'être nommé à Saint-Étienne, elle souhaitait reprendre un peu une activité. Et comme il y avait cet appel d'offres, on a discuté, je dis, mais avec votre expérience à l'Office national de la chasse, peut-être que vous avez des cas particuliers. Alors on a évoqué plusieurs exemples, et puis elle a retenu l'histoire de l'arrêté de 1984 sur la réglementation du piégeage des animaux nuisibles. Ah, alors, bon, c'était au début de l'été, il devait y avoir un délai pour répondre. Je dis, bah, écoutez, essayez de faire un petit projet, et puis on en rediscute. Voilà, donc on a rédigé une réponse à cet appel d'offres qui a reçu un bon accueil. Et donc, j'avais pu négocier quelques sous pour la rémunérer. Pas tout à fait assez, parce que justement, comme je n'y connaissais rien, j'avais déposé une demande de subvention au ministère de l'écologie, ou il devait s'appeler de l'environnement à l'époque, sur l'histoire de la notion d'animal nuisible, pour pouvoir, disons, la rémunérer. Et là aussi, bon accueil, sauf que, première surprise, que j'allais comprendre beaucoup plus tard, hein, ma demande me revient, oui, projet intéressant, mais il faut que vous changiez le titre. Il ne faut pas dire animal nuisible, il faut dire animal localement et momentanément proliférant. Bon, ben, écoutez, pour avoir les sous, on a écrit ce qu'il fallait. Et voilà, c'est un peu mon entrée dans le sujet. Ensuite, on a commencé à faire des entretiens, et je me suis vite aperçu que, notamment quand j'allais voir les gens de la protection de la nature, si je disais je fais un travail sur l'arrêté de réglementation du piégeage des animaux nuisibles, immédiatement on m'arrêtait, mais il n'y a pas d'animaux nuisibles. À l'époque, on ne disait pas ils font partie de la biodiversité, on disait ils font tous partie de la chaîne du vivant. Je me souviens de cette expression. Alors il fallait que je dise oui, oui, bien entendu, mais je suis moi chargé de comprendre comment est venue cette notion d'animal nuisible et pourquoi aujourd'hui elle n'est plus elle n'est plus recevable. Voilà. Donc c'est comme ça petit à petit que. Alors après, bon, ben, on a fait le travail qu'on fait d'habitude, dans laquelle j'ai appris vraiment, mais j'ai appris sur le terrain beaucoup de choses. Je me souviens que donc des entretiens dont je viens de parler, et puis eh ben, on va au ministère de l'Environnement. Et puis on fouille dans les archives. Et là, je vois qu'il y avait, dans les caves, il y avait des archives de la direction de la protection de la nature, où c'était des cartons mustélidés. Hein, et puis dans les archives de la direction de la chasse, c'était des cartons, chasse, piégeage, etc. Donc je me suis aperçu à ce moment-là que le ministère de l'Environnement, c'était une grande maison dans laquelle il y avait plusieurs appartements, quoi, et qu'ils ne se parlaient pas forcément les uns les autres. Voilà, donc c'est par cette entrée-là, et pour aller vite au résultat de la recherche,
deux choses. Euh, j'ai pris l'habitude, quand je commençais un travail, de faire deux fichiers. Des fichiers très simples, un Word, un fichier chronologique, où je notais à mesure que je les découvrais toutes les données. Bon, telle commission se réunit à tel moment, tel article de journal, telle décision, tel arrêté, bon. Et puis un autre fichier nominatif. Chaque fois qu'il y avait un nom propre, je rentrais et je documentais la fiche à mesure que je retrouvais ce même nom. Bon, donc j'avais d'un côté un fichier chronologique qui petit à petit se structurait, qui montrait des périodes d'activité, des périodes de moindre activité, et puis un fichier nominatif où je voyais petit à petit que les fiches de certains personnages grossissaient parce que, voilà, donc en travaillant sur ces deux documents, petit à petit, on s'est aperçu qu'il y avait des groupes d'acteurs et que certains de ces acteurs appartenaient à plusieurs cercles. Donc ils étaient à la fois protecteurs de la nature, mais ils étaient aussi militants, ils pouvaient être journalistes, ils pouvaient être experts. Voilà, donc on avait des individus séquents qui étaient bon, et qu'on retrouvait, comme par hasard, qu'on retrouvait aussi dans la chronologie. C'était eux qui étaient dans les comités d'experts, etc. Donc ça, c'est un peu de la sociologie pour étudier la décision, d'une certaine manière. Et ce à quoi on est abouti, c'est qu'en fait, cette réglementation du piégeage des animaux de 1984 a pu avoir lieu par la conjonction de deux catégories d'acteurs. Les amis des animaux, pour qui ce qu'il s'agit d'empêcher, c'est la souffrance d'animaux pris individuellement. Et alors que du côté des protecteurs de la nature, ce qu'il s'agit d'éviter, c'est l'éradication ou la mise en péril de populations de certaines espèces. Et c'est à un moment, des individus intelligents ont réussi à faire se rejoindre ces deux catégories pour lancer une opération contre pour en arrêter le massacre des petits carnivores sauvages. Donc où on insiste sur la fragilité, sur la souffrance. Voilà, c'est à partir de là qu'on a pu... Bon, après, on pourrait rentrer dans les détails de ce que dit cet arrêté, notamment des pièges réputés être indolores, donc les pièges à mâchoire revêtus de caoutchouc. Voilà, en gros, mais on pourra revenir sur le détail de cet arrêté. Disons, c'est par là que j'ai commencé à rencontrer cette question animale. Bon, j'avais déjà beaucoup travaillé sur le changement du rapport à la nature, donc c'était un approfondissement de cette nature en tant que l'animal, notamment l'animal sauvage, en est un emblème, un représentant. Ensuite, je dirais que comme on était quand même très peu nombreux de sociologues ou d'ethnologues à nous s'intéresser à ces questions, et que des jeunes générations commençaient à y être davantage sensibles, bon, j'ai été sollicité par des étudiants qui m'ont demandé de venir les accompagner pour... alors, là, c'était plutôt pour la gestion des loups, de l'ours. Bon, donc c'est un petit peu comme ça, de fil en aiguille, que j'ai été amené à élargir jusqu'à qu'est-ce qu'on fait du vivant aujourd'hui. Enfin, bon, du coup, j'ai été amené à proposer des articles dans des revues, dans des ouvrages collectifs. J'ai été sollicité, bon, comme on peut l'être, participer à des colloques. Et puis, bon, comme je vous disais, on était assez peu nombreux, donc ça a changé depuis. Il y a une grosse activité éditoriale, mais ce que je trouve très intéressant, c'est que ça m'a permis de rencontrer des disciplines très très différentes, mais autant des historiens, des philosophes, des ethnologues, des éthologues. J'ai beaucoup appris des éthologues, donc on est amené à lire beaucoup de choses, mais bon, pour moi, c'est loin d'être anecdotique, cette question de l'animal, du rapport qu'on a avec lui et de l'animal sauvage est extrêmement,
je dirais, symptomatique des interrogations qui se posent à notre société aujourd'hui. Voilà. Oui, alors, ce changement du rapport à la nature, moi j'ai envie de dire qu'on peut le faire démarrer après la Deuxième Guerre mondiale, un petit peu avec la fin de l'espace rural traditionnel. On pourrait même dire que les lois Pisani de l'agriculture 1960-1962, qui, d'une certaine façon, dédie à la profession agricole le soin de nourrir les Français à moindre coût et en quantité. Et puis, très peu de temps, pratiquement de façon simultanée, l'invention des parcs nationaux. Donc, d'un côté, on dédie l'espace rural à l'agriculture, qu'on appellera plus tard intensive, mais en même temps, on va affecter les territoires qui ne sont pas propices à cette agriculture à d'autres fonctions, et notamment à la protection de la nature. Donc à partir de ce moment-là, très peu de temps après, dans les années 60-68, va arriver ce mot d'écologie, écologie qui était un mot connu par un tout petit nombre de spécialistes à l'époque, et qui d'un coup devient un objet, un mot du vocabulaire courant. Écologie, dont j'oublie pas que la définition, c'est science du rapport des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Or, les premières personnes qui revendiquent ce terme d'écologie, qu'on a appelé les hippies, plus tard les néo-ruraux, vont le reprendre en disant oui, jusqu'à présent, on s'est bien occupé, la science écologique s'est occupée du rapport des êtres vivants entre eux et avec leur milieu, mais sans inclure les humains parmi ces êtres vivants. Donc pour moi, l'irruption du mot écologie dans la société dans les années 60, c'est effectivement la question du rapport des humains avec son milieu. Voilà, donc pour ce changement du rapport à la nature, il intervient quand ce rapport n'est plus seulement productif, rural, agricole, mais qu'un autre rapport se fait jour, qui est celui du rapport avec le milieu. On dira plus tard avec la biodiversité. À l'époque, on dit avec la nature, donc c'est à la fois pour des raisons récréatives, c'est aussi le début du tourisme vert, c'est pour des raisons de protection de la nature. Et puis déjà, n'oublions pas, il n'y a pas seulement le patrimoine naturel qu'il s'agit de préserver, mais aussi le patrimoine rural, je dirais. C'est là qu'on voit naître les écomusées, les associations de défense de la chapelle. En même temps qu'on va défendre, qu'on va se mobiliser, on va se mobiliser en gros pour défendre ce monde naturel et traditionnel que l'industrialisation, l'urbanisation est en train de démolir. Voilà, c'est un peu ça que j'appelle changement de la nature, qui inclut d'une certaine manière aussi la culture de cette nature, la culture traditionnelle, je dirais, agricole, rurale, voilà. Et du coup, le rapport à l'animal aussi va changer en même temps. Il va s'en suivre que quand j'ai un exemple qui m'est venu quand je faisais ce travail sur... en même temps, on a vu apparaître la Déclaration universelle des droits des animaux. Et autre chose aussi, il me semble que c'est à peu près dans cette période-là qu'il y avait eu plusieurs propositions de loi, dont une de M. Nungesser, je me souviens bien, qui proposait de supprimer le terme « sauvage » dans le code rural, pour le remplacer par la périphrase « animaux évoluant à l'état de liberté naturelle ». Du coup, ce qui était sauvage, c'est-à-dire dans une société rurale, si on fait un peu d'étymologie, c'est ce qui vient de la forêt, silva, et qui met en péril ce qui est la culture au sens l'agriculture, du domestique, de la maison. Et donc, ce qui était, je dirais, craint à pourchasser, dont les nuisibles par exemple, tout à coup est devenu au contraire symbole d'une nature à préserver, qui est encore là. Et donc les martres, les fouines, les petites belettes font partie aussi de
de cette nature, alors on va dire chaîne du vivant, etc. Hein, voilà, c'est dans ce... Je travaillais au rapport du changement à la nature et ce travail sur les animaux nuisibles m'a amené à y inclure le rapport avec les animaux, et principalement les animaux sauvages. Certains animaux sauvages, hein, parce que c'est plutôt les animaux sauvages emblématiques. Alors, qu'est-ce que ça m'a appris sur le sauvage et sur les animaux dits nuisibles, enfin sur le changement de représentation du sauvage auquel, je dirais, j'ai un peu assisté en direct. C'est une inversion de valeur, c'est-à-dire que ce qui était réputé dangereux, nuisible, c'est tout à coup vu pareil, au contraire de la qualité. À un moment, j'avais essayé d'inventer d'indicateurs de naturalité. C'est-à-dire que la présence d'un animal sauvage était au contraire un indicateur de ce que, ici, la nature est encore là. La nature, sous-entendu, la nature naturelle, non maîtrisée, non travaillée par l'homme. Voilà, donc le sauvage, qui était ce dont il faut se protéger, parce qu'il vient détruire nos activités humaines, est au contraire, devient à ce moment-là, au contraire, une figure valorisée qui témoigne de ce que tout n'est pas encore démoli et qu'il y a des restes, et il faut être très soucieux que ces restes ne disparaissent pas, parce que c'est en eux que se tient l'équilibre. Je dis bien, on ne disait pas biodiversité, ce n'est qu'à 84 que le mot a été inventé. Jusqu'à ce qu'il arrive chez nous, il a été inventé au Texas. Bon, jusqu'à ce qu'il arrive chez nous, il a fallu un peu de temps. Donc on parlait de chaîne du vivant, on parlait d'écosystème. Et donc là, on voyait très très fortement, dans toutes les mesures, là on parle des animaux, mais c'était la même chose en ce qui concerne les végétaux, hein, les espèces endémiques qui restaient ici. Voilà. Donc c'est, pour le dire très simplement, c'est vraiment une inversion de valeur de 180 degrés. C'est-à-dire que ce qui choquait d'ailleurs les gens qui étaient toujours tenants je dirais, de la manière ancienne. Alors je disais un peu manière de provocation. Oui, les gens qui sont pour les animaux sauvages, ils sont pour tant qu'ils ne font pas le jardin et qu'ils n'ont pas des taupes et des dorifores. Voilà, là, ils vont se poser d'autres questions. Ils vont bien, la pratique va bien leur apprendre que toute la nature n'est pas forcément gentille, bisounours, et qu'il y a des ravageurs, voilà, comme on disait autrefois, il y a des animaux dont il faut se protéger. Alors, on va essayer de s'en protéger sans les éradiquer, mais voilà, voilà à peu près ce qu'on peut dire très sommairement de cette inversion. Je cherche des exemples plus concrets, mais à ce moment-là, j'ai écrit un article que j'avais intitulé « L'animal sauvage vers un sauvage naturalisé vivant ». Vous savez que le travail du naturaliste, le naturaliste, c'est un mot qui peut signifier taxidermiste, qui peut signifier spécialiste de la nature, des animaux, mais qui peut aussi signifier dessinateur naturaliste. Et donc, pour moi, les animaux sauvages naturalisés vivants, c'était des animaux qui n'étaient pas taxidermisés, qui n'étaient pas naturels. Ils devenaient l'objet des naturalistes scientifiques, mais ils devenaient aussi des figures qu'on retrouvait dans toutes les associations de protection de la nature en emblème. Dans ce même article que j'avais illustré avec les logos des associations de protection de la nature, toutes les associations de protection de la nature ont un petit animal sauvage pour emblème. Donc on a une équivalence, une identification nature égale animal sauvage. Donc du coup, je me suis aperçu de l'importance que représentait l'animal sauvage comme emblème de cette nouvelle idée de nature.
hein. C'était un animal, donc assez proche de nous. C'est pas des plantes, c'est pas des... Bon, et sauvage, c'est-à-dire qui signifie une altérité présente, qui fait peur et qui fascine en même temps. Et vous prenez le WWF, vous prenez la FRAPNA, vous prenez le LPO, c'est une loi que j'ai découvert à ce moment-là. Tous les logos des associations de protection de la nature représentent un petit animal sauvage. Voilà, je pense que c'est quand on connaît un peu l'héraldique, le pouvoir de l'emblème, bon, c'est bien, l'emblème c'est ce par quoi je figure mon identité de façon la plus profonde. Les associations de protection de la nature se représentent protectrices de la faune sauvage. Et d'ailleurs, quand vous lisez nature dans un texte, avec une majuscule ou pas, regardez de plus près, c'est toujours un mot qui est mis pour flore et faune. Mais rarement pour la nature, pour la géologie, rarement mis pour les fleuves, pour les montagnes. Protection de la nature, c'est protection de la faune et de la flore, donc du vivant. Donc on pourrait dire que, oui, aujourd'hui, quand je dis nature, je dis vivant, et plutôt vivant non humain. Voilà. Bon, je pratique une sociologie que j'appelle herméneutique, c'est-à-dire qui s'attache à donner tout leur poids aux mots et aux slogans, aux figures de style que la société invente, parce que c'est une invention qui vient de partout. Les juristes inventent des mots, les communicants, les poètes, voilà. Et ces mots qui naissent comme ça, comme développement durable, comme agriculture biologique, voilà. En 40 ans d'exercice de ma profession, j'ai vu apparaître un corpus de termes qui n'existait pas quand j'ai commencé. Hein. Donc, c'est bien le symptôme que nous sommes en train de vivre un changement. On dit changement du rapport à la nature, n'ayons pas peur des mots, c'est un changement du rapport au monde, donc qui réinterroge complètement notre manière d'être, nos formes de vie inaugurées avec la modernité, etc. Hein. Je ne sais pas si je réponds à la question, peut-être que je m'étends un peu loin. Si, c'est pour dire comment, à mesure que j'ai travaillé cette question de l'animal, elle m'est apparue comme un point d'appui, un levier, bon, contrairement à ce que peuvent dire mes collègues sociologues que j'appelle la sociologie canal historique, ça n'est pas un objet anodin. Ce n'est pas parce qu'il... Ne serait-ce que par l'activité éditoriale qu'on a vue depuis une vingtaine d'années, la question de l'animal est une question qui interroge l'humanité de l'homme. Donc qui va jusqu'au fond de notre représentation de qui sommes-nous, qu'est-ce que c'est qu'être père, qu'être mère, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un humain, animal donc, mais bon, alors parlant, symbolisant, tout ce qu'on voudra. Bon, et on voit bien que la frontière qui sépare le vivant humain du vivant animal non humain est complètement en train d'être remise en cause, sans parler des innovations, des exogreffes et tout ce qu'on voudra. Il y a vraiment cette question de l'animal, et je dirais de l'animal sauvage en particulier. On pourra parler aussi de la domestication dans cette histoire, hein, parce que ça remet aussi en cause notre rapport à l'animal sauvage n'est pas sans interroger notre rapport aux animaux que nous avons domestiqués, mais fondamentalement, on en revient à comment sommes-nous en train de redéfinir ce qui fait l'humanité de l'homme. Donc on vient dans des questions qui mériteraient des heures et des heures de débat, sans doute. Oui, vous posez la question tout à fait capitale que j'ai omis à savoir. Est-ce que cette inversion des valeurs par rapport aux animaux sauvages concerne tous les animaux? Bien sûr que non.
On a effectivement, ce qu'on peut observer dans cette inversion des valeurs, c'est que ce ne sont pas tous les animaux qui bénéficient de ce regain de faveur. Ce sont un certain nombre d'animaux emblématiques, des mammifères plutôt. J'ai parlé plutôt des petits mammifères. Bon, il y a eu les bébés phoques, mais il y a le loup, il y a l'ours, le lynx, voilà. Mais, dans le même temps, il y a un non-dit, on ferme les yeux sur toute une série d'animaux bien plus nombreux, si je prends ne serait-ce que les insectes, dont on sait que la biomasse doit être la plus importante de toutes les espèces, les poissons, bon, on s'en occupe pas, on démoustique à tour de bras. On racontait récemment, et c'est vrai que tout le monde a fait l'expérience, qu'il y a une vingtaine d'années encore, quand on faisait un certain nombre de kilomètres en voiture, il fallait sans arrêt nettoyer le pare-brise de tous les insectes qui s'étaient écrasés dessus. Bon, aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais qui est-ce qui va s'en plaindre? Pas grand monde. Donc, et là, au parc régional de Camargue aussi, la question de la démoustication est posée et elle vient justement montrer les contradictions en cette protection du sauvage emblématique. Et puis, quand il s'agit de protéger les moustiques, alors là, il faut faire un détour compliqué. C'est en tant qu'ils sont la nourriture des hirondelles et des mésanges que il ne faut pas tout détruire les moustiques parce qu'après, vous n'aurez plus d'hirondelles. Hein, hirondelles qui reste quand même un animal sympathique. Voilà, c'est un peu comme je parlais tout à l'heure aussi des taupes et des dorifores, bon, autres animaux qui sont la plaie des jardiniers. On voit pas beaucoup de gens qui vont prendre la défense des taupes. Bon, pour les poissons aussi, les pauvres, ils parlent pas, ils n'ont pas beaucoup de gens pour défendre leur cause. Bon, à part la surpêche, mais ça c'est une crainte qui concerne notre alimentation future. Donc c'est cette inversion des valeurs par rapport à la faune sauvage est distribuée de façon tout à fait inégalitaire. Hein, les batraciens. Bon, j'écris un petit article justement pour qu'on n'oublie pas les insectes, mais bon. Alors peut-être qu'aujourd'hui, avec la biodiversité, justement avec les insectes qui nourrissent les mésanges, les hirondelles, on va peut-être arriver à faire changer les points de vue. Et puis, dans les cultures intégrées, on commence à voir vanter les mérites, bon, justement des haies peuplées d'oiseaux qui pourront être des luttes biologiques contre la cochenille, des choses comme ça. Enfin, une gestion de la nature qui ferait appel à ces auxiliaires qui peuvent être bénéfiques pour peu qu'on arrive à les réguler avec d'autres espèces. Mais enfin, ça c'est de la science-fiction, je pense. Alors, qu'est-ce que l'arrivée de ce terme de biodiversité change dans nos rapports avec la nature et avec le sauvage? Alors, en sociologue, je veux dire, la biodiversité, je ne suis pas compétent pour en parler. Alors, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que pour moi, la biodiversité, c'est trois choses en même temps. Alors, pour les naturalistes, je sais ce que c'est. Les naturalistes, c'est la biodiversité génétique, la biodiversité spécifique et la biodiversité écologique. Et que le mot de biodiversité a été l'invention de l'éditeur d'un colloque qui s'est tenu au Texas en 1984, qui était piloté par Wilson. C'était justement dans lequel se rassemblaient les biologistes de la conservation américains, qui pour la première fois réunissaient les généticiens, les gens de la diversité spécifique et la diversité écologique.
mais le titre du colloque aurait retenu toute la couverture. Donc c'est l'éditeur qui a dit, il a imposé le mot de biodiversité, qui est une tautologie. C'est ce qu'essayer d'imaginer ce que c'est que la vie uniforme. Enfin, bon, biodiversité, c'est dire deux fois la même chose. Bon. Et c'est pour ça, c'est parce que c'est une tautologie que c'est très très fort. Et qu'on a vu l'indice de citation grimper. La biodiversité n'existait pas scientifiquement parlant avant 1984 et depuis. Alors, la question c'est qu'est-ce que ça a changé? Et je répondais en disant pour moi, bon, je viens de dire ce que j'en sais du point de vue naturaliste, mais pour moi, ben, je viens de répondre en partie, c'est d'abord une figure de rhétorique. Biodiversité, c'est une autre manière de désigner quelque chose d'assez compliqué, mais de le désigner d'une façon très simple, et pas seulement de le désigner, mais de le figurer. C'est-à-dire que là aussi, j'ai beaucoup cherché et trouvé amplement des images, des logos qui illustrent cette biodiversité. Alors, il y en a une qui est remarquable, c'est l'emblème des parcs nationaux de France, où c'est une galaxie qui est constituée de silhouettes de tous les animaux. Voilà. Donc quand on regarde de près, on s'aperçoit que c'est une galaxie, donc une image cosmique, mais qui en fait représente l'évolution. Donc une manière de nous parler du temps, avant, dans une représentation physico-cosmologique, c'était les étoiles qui permettaient de représenter les temps éternels, etc. Aujourd'hui, c'est l'évolution qui dit. Donc le vivant, donc cette biodiversité, c'est ça qu'elle dit. Elle montre et elle nous touche au sens, elle nous émeut. C'est-à-dire que, et là, il y a des multiples posters où on voit la multiplicité des fleurs, des plantes, et voilà. La nature luxuriante, etc. Mais la biodiversité, c'est aussi, on n'est pas seulement des êtres sensibles qui sommes émus par ce mot qui magnifie le vivant. Nous sommes aussi des gens raisonnables, on veut essayer de comprendre, et donc la biodiversité, c'est aussi un concept qu'on peut mesurer, qu'on peut comparer. La biodiversité d'un champ de maïs. Je me souviens, mon fils était à l'époque en première, et une question de sciences naturelles, c'était comparer la biodiversité d'un champ de maïs avec des broussailles. Donc, bon, je me disais, il valait mieux pas être fils de paysan dans cette classe, hein, parce que, en gros, ça voulait dire les paysans sont des massacreurs de la biodiversité. Puisque, bon, bref. En passant. Donc, une figure, un concept, et puis c'est déjà une catégorie juridico-politique. C'est-à-dire que la biodiversité est inscrite dans les conventions internationales, elle rentre dans les législations, donc, parce que nous sommes des êtres aussi qui avons des relations entre nous, donc qui devons régler non seulement nos rapports entre nous, mais nos rapports avec ce qui nous environne. Donc, voilà, la biodiversité, c'est pour un sociologue, c'est une figure rhétorique qui nous émeut, un concept, parce qu'on n'a pas envie d'avaler n'importe quoi et on veut comprendre les choses, et puis une catégorie juridique qui déjà nous engage dans des manières de vivre avec nous et avec les êtres qui nous accompagnent, les êtres vivants et non vivants qui nous accompagnent. Qu'est-ce que ça a changé? Je dirais, il y a une énorme scientifisation de la nature dont on peut voir l'avancée d'une façon encore plus concrète dans moi ce que j'appelle la numérisation de la nature. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on déploie des efforts considérables pour mettre le vivant dans des bases de données. Hein. Je suis allé au conservatoire national du botanique du Massif central. J'ai eu l'impression, je rentrais dans un univers. Ils avaient 5 millions de données. Une donnée, c'est telle plante a été vue à telle date, donc telles coordonnées géoréférencées, et ça depuis 1600, parce qu'on a numérisé l'ensemble des bulletins des sociétés amateurs du Bourbonnais, de la Bourgogne, enfin du Massif central,
et on a intégré les données anciennes. Donc voilà, alors on clique sur un bouton et on peut voir la remontée vers le nord de telle espèce avec le changement climatique. Donc on a voilà, une numérisation de la nature. Bon, pour ce qui concerne la faune sauvage, bon, beaucoup d'animaux sont bagués, enfin, ils ont des puces électroniques. Voilà. La biodiversité, maintenant qu'elle est devenue un concept, va générer des politiques publiques. Bon, un parc national, un parc régional doit rendre des comptes tous les 10 ans ou 12 ans. Quelle est l'avancée de la biodiversité? Est-ce qu'il y a plus de prairies naturelles par rapport aux prairies fauchées, aux prairies artificielles? Comment avancer bref, les landes à calunes, enfin voilà, toutes ces caractéristiques des habitats. Voilà. Donc, en faisant ce mouvement, je pense à un rouleau compresseur, d'une certaine manière, qui fait rentrer l'ensemble du vivant. Le domestique, il y a déjà longtemps qu'il est dans les machines. Le sauvage, réputé pourtant nous échapper, et là, naturalisé vivant, je reprends l'expression tout à l'heure, au sens, il rentre dans les sciences, non plus naturalistes, mais les sciences informatiques, les sciences de l'information et de la communication. Je pense que les disciplines, c'est une parenthèse, mais les disciplines qui nous ont fabriqués comme des humains, comme des Français, ça a été l'histoire et la géographie, quand on a fabriqué le territoire et l'histoire de France. Après, quand je parlais tout à l'heure du début, du changement du rapport à la nature, eh bien, c'est l'ethnologie et l'écologie qui ont produit une autre représentation de nos espaces avec les spécificités régionales et les patrimoines naturels. Donc c'est l'écologie et l'ethnologie qui ont, par exemple, qui sont à la base de la fabrication des appellations d'origine contrôlée. Aujourd'hui, des indications de provenance géographique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois, pour que ces produits trouvent une niche dans le marché de la standardisation, bon, mais il faut qu'ils fassent état de caractéristiques écologiques naturelles, biologiques particulières et des caractéristiques ethnologiques, historiques, culturelles particulières. Voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est effectivement les sciences du vivant, écologie, biologie moléculaire et sciences de l'information et de la communication qui seraient en train de nous façonner ce nouveau rapport à la nature. Revenons sur biodiversité, j'ai dit donc comme un slogan, un mot valise, un mot fort, une tautologie très très puissante. Et il m'est venu qu'au début, dans le siècle passé, Crick et Watson, ils avaient inventé aussi une chose, c'était l'unité du vivant. C'est-à-dire qu'ils venaient de découvrir avec l'ADN que tous les vivants étaient constitués à partir des quatre mêmes bases, TCG, etc. Là. Donc, on a, à quelques décennies d'écart, on a deux locutions qui sont aussi vraies l'une que l'autre, enfin, qui disent des choses l'une que l'autre. L'unité du vivant, oui, nous sommes tous constitués avec les mêmes briques élémentaires, et donc, ce qui est potentiellement ouvert par là, c'est nous pouvons bidouiller. Bidouiller, c'est changer les briques, et voilà, c'est les organismes génétiquement modifiés, et toute la transgénèse, etc. Et puis de l'autre côté, biodiversité, le vivant n'est vivant que pour autant qu'il peut continuer à persévérer dans son être qui consiste à se transformer et à évoluer. Donc on a d'un côté une unité du vivant, mais que j'appelle moi l'unité du vivant in labo, dans lesquelles, dans mes éprouvettes, je peux... Mais c'est qui part d'un stock. Le vivant est là, je l'ai dans mes éprouvettes, et je peux faire des Legos. Et puis d'un autre côté, il y a le vivant in vivo,
qui est celui qui n'est vivant que pour autant qu'il peut s'adapter au changement climatique, au changement, donc à l'évolution, etc., les mutations. Donc ça, c'est le vivant in vivo, qui est beaucoup plus processuel, enfin qui est voilà. Et on a ces deux conceptions qui sont là du vivant. Je ne sais pas si la question à se poser est de savoir si c'est l'un ou l'autre qui va gagner. Je pense que ce sera ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps. La question est de savoir comment ces deux possibles vont s'articuler. Voilà, la biodiversité, ça m'évoque ça. Ça met le vivant d'une autre manière au centre de la question, des questions qui vont se poser à nous, qui se posent déjà à nous, puisque nous avons maintenant les capacités d'agir sur ce vivant. Que ce soit pour lui permettre de se développer. Donc on a tous les débats sur la conservation in situ. Voilà. Et là aussi, c'est intéressant parce que j'ai suivi j'ai pas beaucoup évoqué les choses sur les végétaux, mais des associations dont on s'est souvent moqué, comme on s'est moqué des premiers qui se sont occupés des petites fleurs et des petits oiseaux, pour ce qui était le patrimoine des vieilles pierres et des vieux papiers. Bon, moi j'ai aussi suivi des travaux d'associations qui se bagarraient pour les races à très petits effectifs. Donc des amoureux de vaches qui n'existaient plus qu'en 2 ou 3 exemplaires, de gallinacés bizarres. Et puis une association qui est à côté de chez moi, les croqueurs de pommes. Donc des gens qui passent leur temps à fouiller les vieux jardins pour trouver des espèces, des races, des variétés qui n'existaient plus. Donc il y a bien des gens qui ont eu la prescience des responsabilités qui nous incombaient par rapport à cette uniformisation, à cette... voilà, donc on retient souvent les grosses associations de protection de la nature, la musification, la patrimonialisation, mais moi j'oublie pas comment c'est des gens ordinaires qui se sont mobilisés pour ces genres de causes-là, à savoir... la modernité nous a fait croire, et on est longtemps tombé dedans, qu'il fallait nous émanciper des traditions et qu'on maîtriserait la nature. Bon, ce que disaient ces associations, c'est pas si sûr que ça. Est-ce que dans ce qui se transmet, il n'y aurait pas des choses à regarder de plus près? Et cette maîtrise de la nature, est-ce que ça n'est pas se tirer des balles dans le pied, quoi, d'une certaine manière? Est-ce qu'il ne faut pas laisser des espaces où le sauvage pourra vivre, parce que c'est de ça que peut-être demain nous aurons besoin de variétés rustiques, etc. Je repasse là sur le végétal. Et à ce titre, je me souviens d'un ouvrage qui est paru récemment qui retrace de Stéphane Crozat sur comment Lyon, la ville de Lyon et ses environs, a été à un moment un haut lieu de l'obtention végétale. Donc on a créé beaucoup de variétés de roses notamment pour les imprimeurs, pour les décorateurs, mais également beaucoup de sortes de légumes. Et dans cet ouvrage, on rend compte de l'opiniâtreté de ces associations qui se sont battues pour conserver des plants francs, pour pouvoir faire des greffes. Enfin, voilà. C'est aussi quelque chose qu'en sociologue, il me semble qu'il ne faut pas négliger, quoi. J'ai parlé jusqu'à présent de la numérisation de la nature plutôt du côté des grosses institutions, des laboratoires, etc. Mais il y a aussi ce travail quotidien, souvent invisible, d'associations qui
qui se sont mobilisés pour justement cette protection de la nature, même si ça peut être avec toutes sortes d'idéologies passéistes, mystico-pétées, voilà, enfin, peu importe. Il y avait quand même une attention qui était portée et qui a souvent été moquée, parce que ces gens-là, on les a moqués comme frein au progrès, quoi, réactionnaires. On veut revenir à la bougie. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu là-dessus? En somme, avec la biodiversité, il faut tout cultiver. C'était un texte que j'avais écrit. Il faut s'occuper de tout. Et donc s'occuper du sauvage. Et donc gérer le sauvage. Ce qui est une antinomie. Ou bien, sauf à penser que tout le sauvage devient du naturalisé vivant, alors que pour moi, le sauvage, sa définition est justement d'échapper, de sortir des cadres dans lesquels on voudrait le mettre. Est sauvage, ce qui signifie qu'il ne rentrera pas dans les codes dans lesquels on veut le faire rentrer. Donc, alors, ça va être difficile pour les amoureux des animaux. Ils vont dire, ah, cet ours est un ours caractériel. Oui, parce qu'il s'est bien aperçu qu'il valait mieux manger dans les poubelles que de courir après le gibier. Donc voilà, il y a un animal sauvage, il y a des bons sauvages pour les gestionnaires de la nature et les loups qui ont la mauvaise idée d'égorger des brebis en nombre, même plus qu'ils en ont pour besoin. Voilà, c'est des... Donc, la gestion du sauvage est une... voilà. Alors, il va bien falloir pourtant, je dirais, si on pense effectivement que la protection de la biodiversité est un impératif qui s'impose à tous, il va falloir composer, il va falloir inventer des manières de... Je trouve que le mot qui s'impose, c'est celui de régulation. Mais c'est un mot qui ne va pas être accepté facilement par les adeptes d'une protection absolue. Bon, je pense par exemple à la Convention de Berne qui fixe des règles très très strictes. Il y a les animaux strictement protégés, c'est défendu de faire quoi que ce soit. Bon, il faut des montagnes de diplomatie pour arriver à faire bouger la réglementation d'un iota, au motif que, disent les protecteurs de la nature, si on donne ça, après il faudra prendre ça. Donc, on les comprend. Donc ça, c'est du côté des protecteurs de la nature, du sauvage. De l'autre côté, je dirais d'autres personnes qui ont à voir avec le sauvage, c'est évidemment les chasseurs, mais qui, eux, déjà, ont fait un énorme effort pour ingurgiter le vocabulaire et la doxa protection de la nature. Un chasseur, aujourd'hui, responsable, il va faire des prélèvements. Il va avoir une gestion synégétique. C'est une manière de dire qu'il va se soucier de la reproduction, que c'est plutôt des animaux, des souches naturelles. Bon, il est de moins en moins bien vu de courir après des faisans qui ont été élevés au maïs. Enfin, voilà. Donc il y a on pourrait dire qu'il y a une espèce de réensauvagement de la part des chasseurs. J'ai un neveu qui chasse à l'arc. Donc c'est-à-dire qu'on réaugmente la difficulté d'approche du sauvage plutôt qu'avec un fusil à lunettes, etc. Donc je pense que ça c'est un réensauvagement de la part des adeptes des sports synégétiques. Et puis, qu'est-ce qu'on peut raconter encore sur comment ça change le rapport au sauvage? J'ai une histoire, je ne sais pas si elle vient bien dans ce contexte-là, mais je reviens au piégeage des animaux nuisibles. C'était plutôt pour faire pièce à une campagne médiatique européenne qui voulait dissuader les élégantes de porter des manteaux de fourrure,
que le Canada, pour qui la fourrure, ça représente quand même des sommes importantes dans sa balance commerciale, avait organisé un appel d'offres pour des pièges humanitaires. Et j'avoue que bon, l'emploi de ce qualificatif pour ce terme pour appliquer à des pièges, ça m'avait fait un peu sourire. Je pensais à l'époque, quand même, il y a des causes où le terme d'humanitaire s'impose mieux que pour les animaux. Alors en fait, ce que j'ai appris, c'est que ces pièges qui ont été finalement inventés, qui tuent net sans douleur et qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui prennent l'animal qu'on souhaite prendre, il fallait ensuite le faire adopter par les trappeurs. Donc des trappeurs qui ne sont pas susceptibles de sensiblerie. Eh bien, pour leur faire adopter, il a suffi qu'on leur montre des vidéos d'animaux pris par des pièges classiques et puis par des pièges humanitaires. Et paraît-il, je n'ai pas constaté de mes yeux, mais tous les trappeurs, voyant la souffrance qui était infligée aux animaux sauvages, ont tous opté pour les pièges humanitaires. D'où j'en ai conclu qu'ils étaient bien nommés humanitaires puisqu'ils rendaient les hommes plus humains. Donc même à propos de l'animal sauvage, on voit des trappeurs, donc des gens qui ne sont pas réputés encore une fois pour leur sensiblerie, et qui adoptent un nouveau regard pour ces animaux qui font leur fonds de commerce. Bon, c'est peut-être moins un rapport avec mais ça a toujours à voir avec gérer ce sauvage. Même ce sauvage-là, dont on fait des peaux et des fourrures, eh bien, on va essayer de le traiter humainement. Donc à un moment, là, il y a une loi là, qui vient de sortir, ou d'arrêter, je ne sais plus, sur le bien-être animal, et les associations d'amis des animaux protestent que les animaux sauvages ne soient pas inclus, n'aient pas le bénéfice de cette protection. Donc là aussi, on voit, je pense que c'est une question d'années, de mois, mais les choses vont aussi évoluer dans ce sens. Oui, bon. Voilà ce que je peux dire. Le cœur de la réponse, c'est qui dit sauvage dit qui échappe à la maîtrise, et qui dit gestion dit tentative de réguler. Voilà, c'est le terme qui fait d'ailleurs, qui est souvent utilisé. Hein. Dans le plan loup, je crois que c'est ce qu'on doit utiliser. On dit réguler la population des loups. Alors après, la question va être qui va réguler, qui va avoir le droit de réguler, selon quels critères. Bon, mais ça sera la gestion qui petit à petit va se mettre en place. Il faut arriver à s'émanciper d'un couple qui a fonctionné et qui fonctionne toujours, qui fait partie de notre héritage, du patrimoine qui forme nos lunettes. Et je pense que ce couple sauvage, domestique, il est devenu impropre. Enfin, il gêne plutôt la pensée qu'il ne l'aide. Hein, alors, il avait son sens, je pense, ce couple, dans une société rurale où ce qui venait de la forêt était le danger par rapport à ce qui était autour de la maison. Donc, il fallait s'en protéger. Aujourd'hui, on ne parle plus, on a vu que le sauvage a complètement changé de nature. Et donc, je serais tenté de dire que l'ensemble animal domestique est devenu un ensemble vide, et l'ensemble animal sauvage aussi est devenu un ensemble vide. Et pour faire figure, si on remplace cette opposition horizontale, sauvage, domestique, par une autre opposition verticale, où on aurait en haut le vivant matière et en bas le vivant personne, alors là, on pourrait retrouver davantage d'animaux, c'est-à-dire que les animaux domestiques se retrouvent soit invisibles dans des élevages industriels,
où ils sont massifiés, où ils sont de la viande sur pied ou du lait dans les mamelles, enfin les travaux qu'a pu faire Jocelyne Porcher là-dessus. Donc les animaux industrialisés. Et puis, de l'autre côté, en bas, on trouverait les animaux domestiques qui sont devenus animaux de compagnie, support d'investissement affectif légitime, bon, y compris dans des maisons de retraite ou pour aider des enfants en difficulté, comme on peut le voir aussi dans des travaux sur les animaux thérapeutes, voilà, donc, et qui sont à ce moment des animaux individualisés, les animaux personnes sont individualisés, ils sont nommés, etc. Et les relations qui s'établissent entre eux sont des relations anthropozoologiques individualisées. Et de la même manière que les animaux sauvages, on les verrait aussi avec la numérisation partir du vivant matière, enfin je dirais du vivant base de données, on pourrait dire, et du côté vivant personne, ces animaux qui deviennent l'objet d'affection, de surveillance par les gardes du parc qui peuvent nommer tous les chamois de la horde qui savent que la femelle va mettre son petit, mais voilà, enfin, des animaux sauvages qui sont ce que j'appelais tout à l'heure naturalisés vivants, mais au sens là, ils sont connus presque un par un aussi. Voilà, et cette opposition-là, peut-être sans supprimer l'autre complètement, même permettrait de mieux enfin, de complexifier le rapport, les rapports très complexes que nous pouvons, et du coup, permettrait de poser la question qu'on ne pose jamais, qui est celle de la question de la mort. On parle du vivant. Alors, dans les animaux matières, la mort ne se pose pas. Enfin, je dirais, elle est complètement invisibilisée, analysée. C'est les remarquables travaux sur les abattoirs, etc. Et à l'inverse, du côté des animaux-personnes, là aussi, j'avais observé dans mes travaux qu'il y avait un petit écureuil qui s'était échappé à la ville de Saint-Étienne et les gens l'avaient ramassé. Ils étaient rentrés dans une pharmacie et ils avaient demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et la pharmacienne dit il est blessé, on ne peut que l'euthanasier. Hein, donc l'emploi du terme euthanasier pour maintenant, d'ailleurs c'est ce qu'on dit à la Société protectrice des animaux, on dit maintenant voilà, donc une humanisation, une personnalisation des animaux entre guillemets sauvages qui deviennent des animaux personnifiés. Et cette opposition vivant-matière, vivant-personne, elle permettrait aussi d'inclure les questions hautement problématiques qui sont celles qui se posent aux humains, aussi bien pour le début de la vie, avec toutes les questions sur l'avortement, les procréations médicalement assistées, enfin sur le statut de l'embryon. Ou est-ce que c'est de la matière? Et à ce moment-là, bon, je peux m'en débarrasser sans scrupule. Ou est-ce que c'est de la personne potentielle? Et donc, à ce moment, il y a droit à un respect. Bon, voilà. Donc, c'est des travaux de Luc Boltanski qui m'ont fait penser à ça aussi, où il travaille justement sur les différents régimes de justification de l'avortement, donc de la mise à mort de fœtus ou d'embryons, selon les différents régimes de légitimation, qu'ils soient religieux, qu'ils soient juridiques, avec l'histoire de la transmission d'un patrimoine dans les sociétés bourgeoises, ou qu'aujourd'hui ils soient rattachés au désir de couple ou non-désir d'avoir un enfant, etc. Donc on pourrait là encore vérifier la porosité grandissante entre les réflexions concernant l'animal et les réflexions concernant l'humain. Plus qu'on ne peut faire quand on reste avec cette opposition sauvage-domestique. Parce qu'on se rapprocherait d'une réflexion sur qu'est-ce qu'il en est de la vie, que cette vie soit humaine ou que cette vie soit non humaine. Et à la frontière justement de l'animal humain, c'est toutes les questions aujourd'hui autour des grands singes.
qui n'est pas sans faire susciter des... Là, j'ai été dernièrement amené à visionner un film et à donner mon avis dessus sur une femelle orang-outan qui est, j'ai oublié son nom, elle est nommée bien sûr, elle est là depuis 30 ans, ou je sais pas quoi, au jardin voilà, zoologique du musée du musée d'histoire naturelle à Paris. Et donc c'est un film qui la montre. Bon, on ne peut pas ne pas, enfin c'est ce que j'ai dit d'ailleurs, on ne peut pas ne pas être enfin, révolté comme on peut l'être par rapport à je sais pas, une personne qui se trouve emprisonnée là depuis 30 ans et qui est derrière des grilles, derrière une vitre. On ne peut éprouver que de la compassion. Je défie n'importe qui de ne pas éprouver de la compassion par rapport à cet animal. Alors, bon, ces soigneurs essayent, eux, de lui rendre la vie moins pénible, disons. Mais on dit des soigneurs, ils sont dans des positions très, très problématiques, très difficiles. Alors, ce que je dis là, je suis sûr que 30 ans en arrière, j'aurais pas dit ça. Je viens d'une culture rurale, catholique, et je dirais le rapport à l'animal était... Alors, il faut voir, parce que les animaux domestiques, les animaux familiers, ils étaient traités quand même... ils faisaient partie de la famille, c'est ce que racontent aussi Catherine et Raphaël Larère dans Le contrat domestique, où ils montrent bien comment les animaux domestiques dans une société rurale traditionnelle, pour aller vite, on les traitait, entre guillemets, humainement. Enfin, je veux dire, et d'ailleurs, la première société les premiers animaux protégés par la Société de protection des animaux des années 1840-1850, c'est ce que moi j'ai appelé les animaux ouvriers urbains. C'est-à-dire des animaux qui étaient maltraités parce qu'on commençait à considérer à ce moment que le métabolisme animal ou humain était une force de travail et qu'on pouvait l'exploiter. Et du coup, les premiers, ça surprend beaucoup aujourd'hui, les premiers défenseurs de la cause animale étaient des philanthropes. Ils étaient des gens qui étaient socialistes, qui avaient le souci des masses laborieuses, comme on dirait, des ouvriers, et donc des animaux ouvriers urbains. Voilà. Après, bon, on a commencé à se soucier des souffrances des animaux ouvriers urbains, à savoir des chevaux, au moment où ils étaient remplacés par les chevaux vapeur. Alors je me demande aujourd'hui qu'est-ce que signifie la protection des animaux sauvages ou le bien-être des animaux. Bon, vous savez qu'il y a plein d'études qui font sur est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer des substituts de viande sans plus avoir besoin d'animaux. Donc peut-être que cette campagne végétarienne ou végétalienne est à prendre comme un indice d'une société qui, petit à petit, autant pour des raisons environnementales d'ailleurs que humanitaires et économiques, substituerait à la viande réelle des viandes artificielles, protéiniques ou je ne sais pas quoi. Et je laisse la question en suspens, je ne veux pas jouer les prophètes, mais pareil aussi sur la numérisation de la nature, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher cette numérisation de la nature. De quoi est-elle grosse? Qu'est-ce qu'elle rend possible? Puisque la météo s'est développée en même temps que l'aviation. Enfin, je veux dire, la science du temps localisé, elle s'est développée parce que sont arrivés les aéronefs. Bon. Donc qu'est-ce qui est en train d'arriver qui fait que tant d'investissements se font, et avec des sociétés qui sont cotées en bourse. Enfin, qu'est-ce qui fait que tant de moyens est mis sur cette numérisation de la nature? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui disent, je ne sais pas, tiens, on pourrait tirer des profits. Mais je ne sais pas où regarder, je ne sais pas. Bon,
j'ai pas tout fait, j'ai pas encore tout lu. Oui, comment nos rapports aux domestiques changent en même temps que nos rapports aux sauvages? Je dirais que, d'une façon générale, nos contemporains ont vécu une période où on a petit à petit perdu l'expérience pratique du rapport aux animaux, hein, une mise à distance. D'ailleurs, souvent, ce que les chasseurs reprochaient aux défenseurs de la nature, c'est qu'ils connaissent la nature que des livres. Nous, on la connaît parce qu'on la pratique. Et je pense qu'il y avait une certaine vérité là-dedans. Ils reconnaissaient le savoir scientifique, distancé, mais ils constataient bien que, bon, pour ce qui était de suivre des animaux sauvages, eux, ils en connaissaient un brin. Alors, du côté des changements des rapports aux domestiques, ce que je constate, moi, depuis quelques années, c'est comment, dans les milieux de l'élevage, aussi, on se met à retrouver, alors, retrouver, c'est pas reproduire, mais c'est s'inspirer à nouveau de pratiques d'élevage qui était, je dirais, la norme, qui résultait de très longues expériences, je dirais, des éleveurs, des pasteurs, des bergers. Et aujourd'hui, je dirais, contre certains excès de l'industrialisation de l'élevage, notamment des contentions systématiques des bêtes, de leur anonymisation, etc., les éleveurs qui connaissent leur métier s'aperçoivent que de plus en plus, il faut qu'ils se réapproprient ces savoirs pratiques anciens. Donc, j'ai des exemples. Par exemple, il y a de plus en plus de robots maintenant, non seulement pour la traite, mais pour conduire les animaux. Et ces robots, d'une certaine manière, imposent leurs normes. Puisque ces robots, entre guillemets, avec lesquels les éleveurs communiquent par voie électronique, et puis c'est les ingénieurs derrière qui ont besoin de ces avis des éleveurs pour perfectionner leurs robots. Mais ces robots, ils amènent petit à petit à éliminer, à faire une sélection des animaux qui ne sont pas adaptés aux robots. Or, les éleveurs savent bien qu'un troupeau, ce n'est pas une masse indifférenciée d'animaux, mais il y a des meneurs, il y a des caractères individuels, et les robots ont tendance voudraient éliminer tous les animaux, entre guillemets, hors normes robotisables. Hein, et donc les éleveurs se battent avec les robots, ils prennent le parti de leurs vaches, c'est surtout des vaches dont il s'agit, contre les robots. Voilà, et puis on a aussi, plutôt du côté des pasteurs, des gens qui pratiquent la transhumance, là aussi la redécouverte qui va être enrichie par les données de l'éthologie, c'est-à-dire que ce qui était transmis de façon de père en fils, ou la manière de traiter les troupeaux, aujourd'hui, l'éthologie vient justifier, vient, compris, donc moi, là, il y a un livre qui vient de sortir, que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle « Domestiquer autrement », voilà, un titre très intéressant, où on reprend toutes ces traditions, toutes ces pratiques anciennes, mais qu'on confronte aux données de l'éthologie. Tout ça pour sortir de l'empire des zootechniciens, pour qui un mouton, c'était un estomac sur quatre pattes qui ne savait manger que de l'herbe de 4 cm. Or, on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il faut qu'ils alternent les bouchées. Enfin bref, il y a des travaux remarquables qui sont faits là-dessus, qui prennent en compte justement, là encore, cette individualité animale. Donc qui ferait que
Tout à l'heure, je disais, l'ensemble animaux domestiques est en train de se vider, parce qu'il se viderait dans la catégorie animaux-matière. Eh bien, heureusement, on voit qu'il est en train de de se repeupler. Il y aurait à nouveau des animaux domestiques au sens, je dirais, dans lesquels il y a un nouveau contrat domestique, comme le disent Raphaël et Catherine Larert, et où on va prendre en compte les spécificités de tel ou tel animal. Ça, je trouve que ça participe aussi de cette recomposition, de cette réorganisation de nos rapports aux animaux. De la même manière, alors là, c'est plutôt pour les animaux familiers. Il y a aujourd'hui des vétérinaires comportementalistes qui, plutôt que de traiter un animal récalcitrant, vont faire une analyse, je n'ose pas dire psychanalyse, mais de la relation maître-animal. Puisque si l'animal se comporte, si le chien se comporte de telle manière, c'est parce que son maître n'a pas su, ne sait pas, n'a pas établi la relation saine qu'un humain doit avoir avec un chien. Voilà. Donc un travail qui va refabriquer une relation saine, une relation anthropozoologique plus... Voilà, donc c'est parmi d'autres, c'est multiples exemples, tant sur les animaux domestiques que sur les animaux familiers, témoignent de de cette réorganisation, de cette manière de changer, et souvent d'abandonner des préjugés quoi, qui empêchaient de penser autrement. On a aussi, du coup, dans ce mouvement-là, tout à l'heure, j'ai parlé des amateurs des sciences naturalistes, des patrimoines, mais aujourd'hui, on a aussi des amateurs qui, d'une certaine manière, vont être enrôlés par des dispositifs de numérisation. C'est les programmes de birdwatching ou des papillons où on demande à des gens volontaires de noter. Donc là aussi, c'est refabriquer des pratiques d'observation d'oiseaux à la fenêtre, d'observation des papillons. C'est ce que les enfants, ce que les petits-enfants de la campagne, entre guillemets, comme ça, enfin, qui ramènent à quand j'étais petit, quoi, apprenaient en même temps qu'ils apprenaient à marcher. Aujourd'hui, ça doit faire l'objet, ça fait l'objet de nouvelles façons. Alors, bon, on a une application pour dire qu'on a vu telle bête à tel endroit, mais n'empêche qu'il faut revivre l'expérience de voir telle bête, refaire des affûts. Voilà, donc hier, j'étais aussi dans les pays autour de Roanne, où il y avait des agriculteurs qui hébergeaient, sur leur terrain, un parcours avec des œuvres artistiques. Mais sur ce parcours, il y avait des gens de la Ligue de protection des oiseaux qui montraient des batraciens, qui avaient des images de batraciens, de libellules, quand on passait à côté d'un plan d'eau. Et je dirais, ils avaient beaucoup de succès auprès des gens qui étaient des urbains, qui venaient à la campagne. Bon, ils venaient surtout pour voir des œuvres artistiques plutôt marrantes. Et puis là, au passage, il y avait voilà, ils étaient formés à la science de la vie et de la terre, leurs enfants y sont, mais eux, non. Eux, ils étaient passés à travers, quoi. Les adultes, je veux dire. Donc le recours au savoir profane est souvent une manière de faire revenir, et encore une fois, non pas l'identique, mais retravailler des expériences, des savoirs pratiques qui avaient été oubliés. Par exemple, j'ai un autre exemple aussi qui me vient, c'est les frères Terrasse, quand ils ont entrepris de réintroduire des rapaces, ont lu tous les livres de fauconnerie. Ils sont même allés dans les pays du Moyen-Orient pour réapprendre auprès des fauconniers comment s'y prendre avec des petites couvées de rapaces pour éviter l'imprégnation, etc. Bon.
ils ont mis des années avant d'intégrer ces savoirs traditionnels. Donc là, c'est aussi avec l'animal sauvage qu'on se réapproprie des savoirs où il s'agissait là d'utiliser un animal auxiliaire pour la chasse. J'imagine qu'il doit en aller de même pour la chasse sous terre avec les furets, ou je sais pas, là j'ai pas personnellement travaillé là-dessus, mais c'est intéressant cette reconvocation des savoirs, on les appelle profanes, mais non, je dirais amateurs au sens noble du terme, quoi, des gens qui aiment, et par rapport à une professionnalisation, spécialisation excessive aussi. Oui, la question que vous posez, c'est celle de savoir si ce qu'on évoque à propos de notre rapport aux sauvages ou aux domestiques concernant les animaux, qu'est-ce que ça implique dans la façon de redéfinir notre humanité? Qu'est-ce que dans cette humanité, il y aurait... Comment aujourd'hui on redéploierait la question du sauvage, de l'homme sauvage, on pourrait dire, et de l'homme civilisé ou de l'homme domestiqué? Il me vient qu'un des journaux, il n'était pas tout à fait de l'underground, mais des années post-68, s'intitulait Le Sauvage, et qui donnait en fait un certain nombre de conseils, de préceptes aux hippies. Ils étaient déjà peut-être plus hippies déjà à l'époque, ils commençaient déjà à être bobos un peu, qui voulaient, entre guillemets, se réensauvager. Les hippies sont, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les hippies, mais bon, des gens qui étaient à Bac+12, qui avaient vu leurs espoirs de changer la société s'anéantir, et qui, plutôt que de sombrer soit dans la lutte armée, soit dans tout ce qu'on voudra, ont décidé d'inventer une nouvelle vie, généralement communautaire, généralement... et ils allaient dans des endroits dont ils pensaient qu'ils étaient sauvages. Parce pour eux, la campagne, il n'y avait personne, c'était des endroits sauvages. Donc ils ont commencé à se baigner tout nus dans les rivières, etc. Et puis, à essayer d'inventer une nouvelle vie. Et donc, il y avait bien derrière ce désir d'inventer une nouvelle vie, le constat que cette vie, elle n'était plus possible de l'inventer dans les cadres du métro boulot dodo, et qu'il fallait trouver des espaces vierges, on dirait, des espaces de la wilderness, quoi, partir ailleurs. D'autres sont allés dans d'autres contrées réputées être indemnes de judéo-christianisme. Et alors, à cette époque-là, le terme de marginal, qui jusqu'à présent servait à désigner les gens exclus de la société, a été repris à leur compte par des gens qui se sont dit être des marginaux. Et donc, moi, je disais, oui, quand il n'est plus possible d'écrire dans la page, parce que c'est normé, et il ne reste plus qu'à écrire dans les marges. Et pour moi, ces marges, c'est ces endroits que ces hippies, continuons à les appeler comme ça, ont pensé trouver dans les campagnes qui pensaient être vierges. Donc, et ils pensaient, effectivement, j'ai fait des interviews avec eux, ils vivaient très rustiquement, parfois sous 4 branches et dans un coin de mur, donc réinventer une vie, je dirais, directement en prise avec les éléments de la nature, et on va voir ce qui va arriver. Donc un ensauvagement libérateur, c'était... Je les ai croisés, je les ai aimés, je dirais, comme ça, parce que c'était des gens qui étaient au bord du désespoir et qui ont trouvé un sursaut dans cette manière de continuer à croire qu'il y avait une vie possible. Petit à petit, ils ont réinventé l'agriculture, ils ont réinventé des choses. Et, constat sociologique, ceux dont les racines rurales n'étaient pas trop anciennes, se sont bien faits et sont devenus des excellents agriculteurs ruraux. Aujourd'hui, je les vois encore, ils sont maires du petit village. Et ils ont effectivement beaucoup contribué
a changé, ça rejoint un autre de mes travaux, changer la représentation de la campagne. C'est-à-dire que dans le même temps que l'agriculture productiviste continuait à normer l'espace, à le quadriller, à l'irriguer, à le remembrer, eux ont donné du sens à ces espaces sur lesquels on a aussi mis après des parcs naturels régionaux, des réserves naturelles, des écomusées, voilà. Et ils y ont donné du sens parce qu'ils y ont amené leur jeunesse, ils y ont amené leur matière grise, ils y ont amené du vivant, des gamins, ils ont ouvert les écoles. Donc ce qui était parti comme un sauvage, hein, on s'habille en peau de bête, voilà, finalement a enfanté de ce que j'appelle la campagne aujourd'hui. Et dans ce travail que je faisais sur les hippies, à cette époque-là, c'est la lecture que Michel de Certeau avait fait du mouvement mystique au XVIe siècle, qui m'a servi d'analogie, et également la lecture des travaux des socialistes utopiques. Parce que aussi bien les mystiques du XVIe siècle, on les a pris pour des fous, plutôt possédés du démon, parce que la démonologie était encore plus puissante, il n'y avait pas encore la psychiatrisation. Donc, les premiers mystiques qui ont, après la fin des guerres de religion, complètement déçus par je dirais, les comportements de leurs ministres, pasteurs ou curés, ont réinventé la liberté de décider en son âme et conscience. On pourrait dire qu'ils se sont ensauvagés par rapport au code de l'Église, enfin de l'Europe chrétienne qui disait comment il fallait le faire. Bon, eux, ils sont partis des ermites aussi, pareil, et ils se sont ensauvagés, mais dans cet ensauvagement, ils ont inventé la figure qui allait devenir celle du citoyen, qui décide dans son fort intérieur. De la même manière, les socialistes utopiques, qui ont été les premiers à voir l'industrialisation, à voir l'exploitation du métabolisme humain, etc., ils ont inventé tout le vocabulaire socio-économique qu'on utilise encore aujourd'hui, force de travail, etc. Donc Marx a piqué, et puis il n'a pas payé les droits d'auteur, et puis il les a accusés après d'être des utopistes. C'est depuis que Marx a qualifié les socialistes utopiques que le mot d'utopie veut dire doux rêveur, hein, parce qu'il ne voulait pas dire ça du temps de Thomas More, du temps de Campanella et d'autres. Donc on a aussi qualifié et je pense que utopiste, aujourd'hui, est peut-être un mot pour dire il n'est pas possible de sortir des clous, vous allez dans le mur, voilà. Et donc, peut-être que ce changement du rapport au sauvage, il devrait nous inciter, parce que le rapport au sauvage, en gros, c'est dire le fantasme de la maîtrise technocratique, de la gestion de l'organisation de la société comme une machine. J'oublie pas que la sociologie, avant de s'appeler sociologie, Auguste Comte, il pensait faire une physique sociale, enfin, trouver des lois. Donc, gardons-nous de ces fantasmes terrifiants. J'ai perdu mon fil, mais je m'énerve quand je parle de la sociologie. Parce que la sociologie, elle est née avec la modernité, elle continue à avoir les mêmes valeurs d'émancipation et de maîtrise de la nature. Voilà, c'est ça. Finissons-en avec cette maîtrise de la nature. Je ne dirais pas pour autant de magnifier le sauvage, parce que ça serait admettons que rien ne peut se faire vis-à-vis des institutions, notamment, sans de l'indiscipline, sans des pas de côté, sans des... Voilà, c'est peut-être ce que dit... Alors, tout à l'heure, on parlait de la gestion du sauvage, et j'insistais pour dire comment c'était paradoxal, pour ne pas dire bête, je veux dire idiot. Gestion du sauvage, c'est bon. Je sais c'est pour ça que je disais régulation. Bon, c'était moins on diminuait nos prétentions
la maîtrise, quoi. Bon. Et donc, gardons enfin, que les sociétés ne se développent, ne changent, ne retrouvent leur humanité que grâce j'allais dire au sacrifice, non, au désir que manifestent ceux pour qui ce qui est insupportable ne doit pas être supporté. Je fais une autre parenthèse aussi, mais au début, les amis des animaux, les défenseurs du bien-être de l'animal, je confesse que j'ai pu me moquer d'eux, les anti-vivisection et tout ça. Et puis, quand je faisais ces travaux sur les hippies, et puis après sur les amis des animaux, bon, je lisais toute la presse underground, et y compris les entrefilets où il y a des trucs, enfin, où on se manifestait plein d'idées que j'appelais mystico-pétées. Bon, mais que je prenais, alors sur le magnétisme, sur tout ce qu'on voudra, New Age, comme ça, mais que depuis je prends avec une écoute flottante, ou l'électrosensibilité, ou l'ultrasensibilité électromagnétique. Donc, je pense qu'il y a des gens dans nos sociétés qui sont des sismographes. Ma sociologie un peu spontanée, il y a des sismographes, il y a des gens sensibles. Il n'y a pas que les animaux qui sont des êtres sensibles, il y a aussi les humains, et que peut-être certains d'entre nous sont plus sensibles, c'est-à-dire que, oui, au sens physiologique du terme, c'est-à-dire qu'ils ont des sens plus aigus, et ils vont être sensibles à des bruits, des sons, avant nous, et ils vont, ça leur fait mal, et ils vont crier, ils vont manifester, bon, et on va les accuser de fous, de sauvages, de marginaux, tout ce qu'on voudra. Soyons plus attentifs, je dirais. Ils sont ceux qui peuvent déjà dire, enfin, qui osent dire tout haut ce que nombre pensent par devers eux, mais n'osent pas trop. Bon, voilà, c'est ce que je dirais sur une bienveillance, au moins une bienveillance à accorder à tous ceux qui sortent des clous, même si parfois ils peuvent nous sembler... bon, alors là, sans doute qu'il doit falloir poser des limites, parce que de la sauvagerie, il peut y avoir des sauvageries abominables, quoi. Je pense à ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les guerres, nouvelles guerres de religion, quoi, où on voit des animalisations de l'homme, quoi. Et là, c'est aussi un autre rapprochement qui fait peur, quoi. Quand je dénie à l'autre son humanité, que je me comporte avec lui, que je dis que c'est un rat, que c'est de la vermine, voilà, le sauvage, il est aussi là. Et c'est pas seulement l'ensauvagement libératoire, ça peut être un ensauvagement complètement régressif et mortifère, quoi. Ce qui invite quand même à beaucoup de précautions, de la même manière que je suis très... Enfin, comme je disais, je fais une sociologie herméneutique, donc je m'intéresse beaucoup aux émotions, mais je me défie comme de la peste de la politique de l'émotion, quoi, parce que les dictateurs, c'est comme ça qu'ils marchent. Enfin, donc, autant les émotions peuvent faire des 11 janvier, ou des 7 janvier, je ne sais plus, oui, 11 janvier, refabriquer des unités, des vivre ensemble, mais autant elles peuvent faire aussi des manifestations, des pogroms, voilà, enfin et l'émotion, c'est aussi faire appel à de l'humain archaïque, à de l'humain mammifère, qui risque aussi de mettre notre part raisonnable à rude épreuve.
Donc l'ensauvagement, voilà, c'est un peu une réflexion in medio stat virtus, quoi. Que être, être bienveillant et vigilant en même temps. Je ne sais pas si on peut être les deux en même temps. Voilà. Comment est-ce que je vois l'avenir des sauvages? Alors je vais répondre brutalement, de façon intuitive, et peut-être que je reprendrai après. Mais l'avenir du sauvage, ça va être d'être encaserné dans des lieux de sauvagitude labellisés. Donc euh, je ne vois pas bien comment. Alors, je vais essayer de dire ce que j'ai dit, de développer ce que j'ai dit de façon abrupte, mais je pense que l'avenir du sauvage est d'être encaserné. Donc, enfin, je parle du sauvage animal. C'est peut-être assez pessimiste ce que je veux dire, mais je vois son avenir à pouvoir se développer dans les cadres de ce qu'on aura désigné comme étant le sauvage admissible. Donc c'est pour ça, encaserné dans des lieux de sauvagitude labellisés. Et qu'il y aura sans doute beaucoup de sauvages qui échapperont à ces lieux d'encasernement de sauvagitude labellisés, et ceux-là, on les détruira sans en dire rien à personne. Ce sauvage qui déborde les cadres. Alors, ce sauvage qui débordera les cadres, ça sera peut-être des virus, ça sera peut-être des Ebola, ça sera peut-être. Alors là, pas de pitié, quoi. Il faudra tuer toutes les vaches, tous les oiseaux. Voilà. Il y a un sauvage qui mettrait tellement en péril par épidémie et épizootie que là, on oubliera tous les bons sentiments qu'on a pu avoir vis-à-vis du sauvage et on sortira la sulfateuse. Alors peut-être que c'est... Alors dans ces lieux de sauvagitude labellisés, il pourra y avoir aussi on pourra faire des circuits touristiques où je pourrais approcher de la sauvagitude civilisée, en étant à l'abri, comme dans des zoos, comme dans des parcs animaliers où on se promène dans une Jeep ou dans une Land Rover bien armée, quoi, défendu de baisser les vitres. Là, je divague un peu comme ça, mais on ira au Biodôme de Montréal et on aura des morceaux de vie sauvage. Il y a quatre biosphères. Bon, et on pourra voir la biosphère derrière des vitres, ou même on pourra rentrer dans la biosphère tropicale. Il y aura les perroquets. Je suis allé dans les sous-sols du Biodôme, où il y a la cuisine pour chaque insecte, chaque bête. Hein. Et puis il y a la machine, il y a Dieu qui fait le vent, il y a la machine pour faire le vent, la grêle, la buée. Voilà. Donc il y a des, ça existe déjà, quoi, la biosphère spectaculaire. Hein. Alors ceux qui sont plus riches, ils pourront aller dans des aires de sauvagerie en pleine nature. Oui, est-ce que dans ces conditions, ça serait encore du sauvage? Si j'ai dit de la sauvagitude, c'était non sans justement un bout de perplexité. Ce sauvage qui serait labellisé comme tel ne le serait pas. Il ferait partie de ces animaux naturalisés vivants. Donc, alors, est-ce que pour autant, il ne pourrait pas en exister ailleurs? Je dirais, moi, je répondrais pour autant qu'il serait inoffensif. Mais un sauvage
digne de ce nom, c'est-à-dire que je continue à penser le sauvage comme qui met en péril l'ordre établi à un moment donné, et donc en l'occurrence la vie humaine. Là, je pense que ce vivant-là qui mettrait en péril la vie humaine, je pense qu'il n'aurait pas droit de citer au sens propre. Mais un vivant, un sauvage inoffensif, oui, pourquoi pas.